Bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être parmi vous pour modérer cette table ronde. C'est une table ronde qui rend hommage à une dame que j'ai eu le grand plaisir de connaître il y a quelques mois, qui est Madame Fawzia Sharfi. Cette table ronde est aussi placée sous le signe de Huda Sha'rawi, la pionnière du mouvement féministe égyptien, celle qui a pas mal changé les mentalités. C'était dans le Caire des années 20 et en Égypte à l'époque, et nous y reviendrons peut-être. J'aimerais présenter tout d'abord mes invités, puis ensuite passer la parole au directeur général de l'Institut du monde arabe afin de donner un petit mot aussi avant que nous puissions commencer. Je vais juste présenter mes invités, je vous passe la parole. À mes côtés, Madame Azar Khaladbari, qui est spécialiste en physique fondamentale et sciences de la Terre pour le magazine Sciences et Avenir. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi parmi nous Monsieur Régis Morellon, qui est chercheur au CNRS et spécialiste de l'histoire des sciences arabes. Merci aussi de nous avoir rejoints. Et Monsieur Ali Mezrani, professeur agrégé à la Faculté des sciences juridiques à Tunis et professeur de droit des pays arabes à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Alors, nous avions normalement la parité puisque nous étions 2 femmes et 2 hommes dans les interventions, mais nous avons quelqu'un qui s'est désisté. Voilà, je passe tout de suite la parole à Monsieur Majib Zahrani pour un petit mot, et je vais juste demander à la salle un peu de silence, s'il vous plaît, pour que les interventions se passent plutôt bien. Merci à vous. Merci, bonsoir à tout le monde. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Excusez-moi de dire un petit mot en arabe, comme j'ai l'habitude de le faire. مرحبا بكم. ولدي كلمة صغيرة جدا أو قصيرة. نحن قررنا، ربما يسأل الإنسان لماذا قررنا هذا العام أن يكون التكريم لشخصيات نسائية، والحقيقة أنه الفكرة جاءت نهاية العام الماضي 2018. كرمنا مجموعة كبيرة من المفكرين في المعهد هنا، ثم في الرباط وتونس وعمان وبيروت، واكتشفنا أنه ليس هناك أي امرأة دخلت في هذا السياق. إدغار موران، أندري ميكيل، رشدي راشد، مصطفى صفوان، بيال عبد الله العروي، هشام جعيط، فهمي جدعان، نصيف نصار. فقررنا، اتخذنا قرار أن تكون المرأة هي محور كل الندوات في 2019، ولكن أيضا أن تكون الشخصيات المكرمة نساء. ونحن محظوظون جدا أن نبدأ بدورة هدى شعراوي، رائدة الحركات النسائية في العالم العربي، ولكننا محظوظون أكثر بأن نبدأ بفوزية الشرفي، وهي عالمة وهي أيضا ناشطة وانتلكتويل أو مثقفة، ونحن في انتظار المزيد. سنذهب مجددا إلى الرباط، إلى الجزائر في الأول، ثم إلى مراكش، ثم إلى مصر، ثم إلى بلاد المشرق. وهنا أيضا سنكرم في داخل المعهد وخارج المعهد مجموعة من الشخصيات. فنحن سعداء بوجودكم جميعا، وسعداء جدا بأن تكون فوزية الشرفي هي الشخصية الأولى التي نكرمها. Merci beaucoup et bonne séance. Merci beaucoup. On va essayer de faire les choses un peu autrement. J'aimerais bien qu'on essaie d'avoir une table ronde un petit peu mouvementée, on va dire. On va essayer de ne pas faire des discours, puisque l'idée, c'est aujourd'hui de rendre hommage à une personnalité du monde arabe qui est une femme exceptionnelle, que j'ai eu encore une fois le plaisir de connaître et que tous mes invités aujourd'hui ont eu la chance de connaître aussi. L'idée étant de pouvoir présenter aussi bien son œuvre, sa personne, mais aussi toutes les idées pour lesquelles elle se bat, et elle s'est battue pendant des décennies. Donc, je voudrais juste dire dans quel contexte j'ai eu la chance de connaître Fawzia Sharfi. J'ai pu l'inviter dans une émission que je présente sur France 24 qui s'appelle Daif wa Masira, pour justement connaître tout son parcours. J'ai découvert à ce moment-là une femme exceptionnelle. Pourquoi? Puisque c'est une femme qui se bat aussi bien sur un volet scientifique que sur un volet sociétal. C'est une femme qui aujourd'hui dit que, bien évidemment, on est au-delà du fait de se battre pour dire que la femme est l'égale de l'homme. Je pense qu'on a dépassé ce stade-là et on devrait le dépasser. J'ai entendu tout à l'heure que des femmes prenaient le pouvoir, prenaient les choses en main pour se mettre en avant. Je pense que c'est ce dont on a besoin. Et ce dont ont besoin beaucoup nos jeunes générations aujourd'hui de femmes, c'est justement de modèles pour pouvoir aspirer à mieux, de se dire c'est possible, je peux y arriver. Fawzia Sharfi
est une femme modèle pour moi et pour pas mal de générations de femmes, pour pouvoir justement se dire, il ne suffit pas juste de se battre pour dire on ne nous donne pas nos droits. Aujourd'hui, il y a des lois qui existent dans pas mal de pays arabes, d'ailleurs arabo-musulmans. Il faudrait aujourd'hui dépasser cela et passer un peu à l'action. C'est une physicienne, c'est une professeure d'université, c'est une ancienne secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et elle est aussi fervente avocate de la laïcité et de l'égalité homme-femme, je pense qu'on l'a un peu compris. C'est l'auteur de livres très courageux et assez audacieux, dont La science voilée ou encore Sacrée question pour un islam d'aujourd'hui, que je vous invite à lire si ce n'est pas encore fait. En tout cas, c'est une femme qui se bat pour une pensée sécularisée et qui nous parle d'un islam des Lumières, celui avec lequel beaucoup d'entre nous ont grandi justement, celui que nous avons connu, celui que nous aimerions retrouver à chaque fois dans la sphère publique aujourd'hui, puisque il y a des mouvements, il y a des personnes qui utilisent une lecture assez dogmatique et assez extrémiste pour pouvoir justement enlever à la femme sa place dans l'espace public dans le monde musulman. Voilà. Donc, pour parler de tous ces sujets-là, je vais tout d'abord passer la parole à Azar Khalatbari, qui est à ma droite. C'est pas forcément parce que c'est une femme, puisque aujourd'hui on est dans l'égalité. C'est une spécialiste en physique fondamentale et sciences de la Terre pour le magazine Sciences et Avenir, comme je le disais tout à l'heure. Alors, justement, vous, en tant que journaliste aussi, vous avez rencontré Fawzia Charfi dans le cadre de votre travail. Vous avez parlé beaucoup de science et vous m'avez dit une phrase que j'aimerais reprendre aujourd'hui. Vous dites « Les lois de la physique sont universelles. Il est donc important que cette science soit universelle et qu'elle ne mette sur le banc de l'histoire personne. » Oui, exactement. Eh bien, écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à la chaire de Lima. Oui, tout à fait. Je pense à l'universalité quand je pense à Fawzia Charfi. Je vais raconter un petit peu dans quelles conditions est-ce que nous avons fait connaissance et mon expérience justement de ce travail. Alors, je suis donc journaliste à Sciences et Avenir. Bon, Sciences et Avenir n'est pas un journal politique, n'est pas un journal sociologique. Nous parlons de sciences, mais nous parlons à la fois des savoirs fondamentaux, mais aussi de la manière dont cette science s'inscrit dans la société et dans la pensée, et sur l'histoire des idées scientifiques et la manière de voir le monde, de comprendre le monde à travers les sciences. Donc, c'était en 2011, au lendemain de ce qu'on appelle les révolutions arabes. Et au sein de la rédaction, eh bien, nous nous demandions comment on pourrait rebondir sur ce qui se passe, comment est-ce que ces mouvements pouvaient changer la façon de voir le monde et puis la façon de penser la physique aussi, la façon de percevoir le monde. Et donc, je cherchais une personnalité. À l'époque, je ne connaissais pas beaucoup la Tunisie, j'avais été 2-3 fois. Mais finalement, au terme d'une enquête, c'est le nom de Fawzia Charfi que m'ont indiqué de nombreuses personnes, à la fois sur le plan de du partage des idées scientifiques, de l'enseignement, du travail scientifique. Et donc, je suis allée à Tunis la rencontrer et j'ai tout de suite été séduite par sa personnalité rayonnante et par la justesse de sa pensée et de ses analyses. Alors, je voudrais vous donner très brièvement, et puis bien sûr après on pourrait en discuter, les points qu'elle a soulevés et vous expliquer pourquoi c'est extrêmement important aujourd'hui que l'on fasse attention à ces points-là et que l'on se mobilise là-dessus. Son premier constat, puisque j'allais la voir en tant qu'enseignante en physique, son premier constat, c'était qu'elle avait vu au
cours des générations d'étudiants, monter une tendance qui était que ces jeunes gens et ces jeunes filles se sentaient de moins en moins concernés par le savoir qu'elle leur enseignait. Et en fin de compte, ces jeunes étaient un peu dépossédés de ce savoir moderne, ne se reconnaissaient pas parce que, d'une certaine manière, leur argument, c'était que cela ne fait pas partie de ma culture et ce savoir est occidental et cela ne fait pas partie de ma culture. Alors, comment est-ce que ça se manifestait? À ce niveau de la présentation, je dois faire une petite incursion en physique. Donc, comme vous le savez, la physique fonctionne selon des lois qui sont des lois universelles. La loi de la gravitation est la même qui s'applique ici et à l'autre bout de l'univers. Donc, cette universalité est quelque chose qui rassemble à la fois l'humanité et l'univers et le cosmos dans toute son immensité. Et lorsqu'elle expliquait quelque chose d'incroyable, qui à mes yeux était incroyable, c'est que lorsqu'elle enseignait l'électrodynamique et donc les lois de l'électromagnétisme, on fait appel à la vitesse de la lumière, parce qu'une information électromagnétique se déplace à la vitesse de la lumière. Donc c'est 300 000 km par seconde. Et les élèves qui utilisaient bien sûr les réseaux sociaux et les communications n'avaient rien à y opposer. Mais lorsqu'elle utilisait la vitesse de la lumière pour parler de la relativité restreinte d'Einstein, qui propose une vision globale du cosmos, la vitesse de la lumière, lorsqu'on parlait de la lumière, posait un problème à ses étudiants. Puisque, pourquoi, disait-il, est-ce que la lumière peut avoir une vitesse finie? Puisque la lumière était une représentation symbolique et religieuse et ne pouvait pas avoir une vitesse finie. Alors, à partir de ce point de constat qu'elle avait senti monter au cours des générations, il faut faire une réflexion pour voir l'enjeu de ce constat. Lorsque l'on parle de la vitesse de la lumière au niveau de la relativité restreinte, eh bien, on pense l'univers dans sa globalité. Et lorsque l'on pense l'univers dans sa globalité, on pense à l'histoire des idées. Lorsque l'on pense la vitesse des ondes électromagnétiques, on pense justement simplement aux échanges et aux communications. Donc, pourquoi est-ce que cette manière de concevoir le monde, dans sa globalité, pouvait poser problème à ces jeunes étudiants? Et qu'est-ce que ça pouvait leur interdire? Et en fait, c'est une sorte de prison de la pensée, parce que lorsqu'on pense en tant qu'onde électromagnétique, on est consommateur, alors que lorsqu'on pense dans la globalité, on participe au mouvement du monde, au mouvement de construction intellectuelle du monde. Et il faut absolument prendre conscience de cet aspect-là pour que les jeunes, justement, des pays arabo-musulmans, des pays musulmans, puissent s'impliquer dans la marche du monde, dans le concert des nations, d'une quelque façon, pour participer aussi à l'effort intellectuel de la conception des idées en physique. Alors, je vais essayer de
de vous poser une question juste avant de passer la parole à une deuxième personne. Si je veux résumer un peu ce que vous voulez dire, puisque on n'est pas tous des as de la physique, donc j'essaie qu'on ne perde personne, mais ce que vous voulez nous dire aussi quelque part, c'est que pour vous, pour un meilleur développement scientifique, de la pensée scientifique globalement, et surtout quand on parle aujourd'hui effectivement de loi universelle, c'est quelque chose de laquelle il faut peut-être un peu éloigner la religion pour n'exclure personne, c'est un peu ça? Eh bien, il faut... il faut distinguer ce qui relève du domaine de l'argument scientifique de ce qui relève du domaine de la foi et qui doit rester dans un domaine privé et personnel. Et donc, le mélange des deux, la confusion entre les deux, empêche nos jeunes, les jeunes de ce monde-là, d'une grande partie du monde, de participer à l'effort collectif et à la pensée collective. Et ça serait extrêmement dommage et ça serait extrêmement dommageable. Et c'est pour ça que je trouve, c'est la justesse de la pensée de Fawzia sur ce plan-là. Représente un enjeu très important. Merci beaucoup, Azar. Je vais profiter juste de la présence de Fawzia Charfi parmi nous. C'était pas prévu, mais du coup, j'en profite. Je voudrais justement vous passer la parole sur un petit point qui est tout de même très important. Vous avez milité pendant très longtemps pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de choc entre le fait de pouvoir faire des choses dans la société, le fait de pouvoir adopter une pensée scientifique et le fait d'avoir un respect pour la religion et en l'occurrence de l'islam, mais vous dites qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut souligner ici, à savoir essayer de séparer le divin de la parole de l'homme qui est venu après. Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une des essences un peu de ce pourquoi vous militez aujourd'hui? Oui, bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Oui, effectivement, pendant longtemps, il y a eu un combat des savants, des scientifiques, pour que la science, justement, ait son propre terrain de réflexion, pour l'autonomie de la science. Et c'est ce long combat que nous ne devons pas oublier aujourd'hui. Parce que lorsque Giordano Bruno a voulu parler donc, au XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIe, puisqu'il a été brûlé en 1600, de l'infini des mondes, c'était un scientifique. Il s'interrogeait sur l'univers et sur les univers possibles. Eh bien, il a été condamné par l'Église à l'époque, qui ne pouvait pas imaginer qu'une parole scientifique puisse être en contradiction avec la parole sacrée, la parole religieuse. Donc ça, c'est mon premier exemple. Mais vous avez des grands savants aussi qui sont très croyants dans le monde musulman. Je vais citer Abdeselem, qui était prix Nobel de physique, le seul prix Nobel de physique musulman, 1979, qui était très croyant et qui disait qu'il était très croyant. Mais pour lui, le chemin de la foi était tout autre que son amour pour la science. Et il affirmait qu'effectivement, il était arrivé donc à élaborer cette théorie des particules fondamentales, cette théorie des interactions fondamentales, de la même manière que son collègue, qui lui ne partageait pas du tout la foi qu'il avait, pas seulement en l'islam, mais en Dieu aussi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui à rappeler. Merci beaucoup. Je passe la parole à M. Régis Morellon, qui, donc, je le rappelle, est chercheur au CNRS et spécialiste de l'histoire des sciences arabes. Alors, en discutant un petit peu aussi avec vous, je vais vous laisser la parole, puisque d'abord, vous avez un lien personnel avec Fawzia Charfi, que vous avez eu aussi le plaisir de rencontrer, et vous voudrez nous en parler, mais aussi, et ça sera ma deuxième question, donc juste pour qu'on puisse compartimenter les choses, on va tout d'abord parler effectivement de Fawzia Charfi, qui
reste le fil rouge de notre discussion. Et puis en un deuxième temps, j'aimerais justement vous parler à ce moment-là des notions de vérité, aussi bien religieuses que scientifiques, comme vous m'aviez expliqué. Ce sont deux notions complètement différentes. Pas forcément contradictoires, me semble-t-il, mais bon, on y reviendra. Donc tout d'abord, comment est-ce que vous avez pu rencontrer Fawzia Charfi? Alors, il se trouve qu'à Orléans l'an dernier, nous avons fait partie de la même table ronde avec Madame Kelsoum Sarafi, qui a pris la parole tout à l'heure, dans une table ronde sur culture religieuse, spiritualité et modernité. Et il se trouve que, simplement, c'est la seule fois qu'on s'est vus, mais on s'est trouvés vraiment sur la même longueur d'onde. Et ça a été très agréable de pouvoir discuter longuement. Et comme on était dans le même hôtel, on avait longtemps pour arriver à pied jusqu'à l'endroit de la table ronde, et on a eu d'excellentes discussions. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on est donc restés amis, bien que nous ne se soyons pas revus depuis, et je suis vraiment heureux d'être là pour dire simplement que, bon, moi, j'étais heureux de travailler avec elle. Alors, maintenant, il faut que je me présente quand même un peu plus. Bon, moi, je suis religieux dominicain, donc prêtre catholique. Hein. Bon. Et j'ai été pendant 24 ans directeur de l'Institut dominicain d'études orientales au Caire, et j'ai été en même temps au CNRS avec Myriam Septi. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, donc, on est dans notre maison au Caire, on est la fondation de cette maison, c'est de travailler sur la culture arabe sans aucun prosélytisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout missionnaire, on est chercheur, et c'est par cette culture arabe qu'on essaie d'avoir de vrais rapports avec les intellectuels musulmans. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, maintenant, pour commencer, vous avez déjà commencé à parler de la question de la vérité dans la réponse que vous avez faite tout à l'heure. Moi, je voudrais d'abord commencer par une petite histoire un peu drôle. Bon, en fin juillet 69, il se trouve que je donnais un coup de main à un plan de développement dans les Aurès pour faire des relevés de terrain, bon, dans les Aurès en Algérie. Et alors, fin juillet, c'était très chaud, on commençait à 4h du matin, et vers 9h, on prenait le café assis en rond. Alors j'étais le seul Européen dans le nombre, tous les autres étaient Algériens, et on prenait le café en rond. Arrive un vieil homme du douar à côté, il avait fait le Hajj, parce qu'il avait le chèche correspondant. Et il passe avec une photo du journal, avec le débarquement sur la Lune. Et il arrive au premier d'entre nous, et il dit « ça c'est du mensonge ». Alors il dit « non, c'est pas du mensonge ». Alors il continue, puis il arrive vers moi en me disant « toi, je suis sûr que tu as fait des études, dis-leur que c'est du mensonge ». Alors si vous voulez, je crois que pour un homme comme ça, c'était poignant. Et d'une certaine façon, pour le rassurer, j'aurais pu lui dire « mais oui, c'est du mensonge ». Ou alors essayer, et j'ai essayé de le convaincre, en disant « oui, j'ai fait des études, je sais comment ça marche, et voilà, alors je ne suis pas sûr de l'avoir convaincu ». Mais l'important, c'est qu'il y a beaucoup de réactions qui sont comme ça devant la science, où tout d'un coup, on a une idée précise qui fait qu'on en reste là, et tout le reste est du mensonge. Et ce qui m'a plu dans ce livre de Fawzia Charfi, La science voilée, c'est qu'elle résiste à tout ça. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il ne faut pas se laisser aller à la facilité en disant « ça sera beaucoup mieux, j'aurai beaucoup moins d'empoisonnement si je cède sur ces choses-là ». Il ne faut pas céder. Alors, là aussi où il y a d'autres façons de faire, si vous voulez, moi, j'ai quand même, comme je travaillais sur l'astronomie arabe, j'ai beaucoup lu les livres de le Khanon al-Masoudi d'Al-Biruni, qui était un très grand savant de l'humanité. Et il a un chapitre dans son livre sur la visibilité du croissant. Vous savez que la visibilité du croissant, c'est le changement de date dans le calendrier lunaire se fait au coucher du soleil, et si on voit le premier croissant lunaire après le coucher du soleil. Alors il commence son chapitre en disant, écoutez, il est marqué dans nos écritures qu'il ne faut pas calculer la visibilité du croissant,
mais qu'il faut qu'il y ait 3 témoins qui aient vu le croissant. Alors donc, c'est tout à fait inutile de le calculer, mais si j'avais à le faire, voilà ce que je ferais. C'est-à-dire que là, moi je trouve ça passionnant comme réaction d'un savant croyant. C'est-à-dire qu'il ne transige ni sur l'un ni sur l'autre, et il ne dit pas que l'un des deux est une catastrophe. Alors, moi j'ai beaucoup aimé ça et je retrouve ça chez vous. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que justement sur la question... Alors, vous avez peut-être... Oui, alors j'ai une question justement, ouais. Ça m'amène très bien vers ça. Alors, vous parlez de la notion de vérité, effectivement, et dans notre échange, vous me parliez justement autant de la vérité religieuse que de la vérité scientifique. Alors, quand on y pense comme ça, on se dit, bon, la science et la religion, ça ne doit pas vraiment faire bon ménage. Quand on commence à lire un peu plus, autant votre œuvre que ce que vous dites, on se dit finalement que c'est un peu plus nuancé que cela. Et c'est là-dessus que je voudrais justement vous poser une question, puisque d'habitude, la religion, quand on parle religion, on parle de dogme, et quand on parle de science, on parle de quelque chose de rationnel. Alors, où est-ce que les deux se retrouvent, et est-ce qu'ils se retrouvent? Alors, ce qu'il y a, c'est que je prendrai un exemple que vous prenez dans ce livre-là, et dans mon domaine religieux à moi, qui est la condamnation de Galilée. Bon. Vous savez que Galilée était partisan de la Terre tournant autour du Soleil et tournant sur elle-même. Or, il a été condamné. Pourquoi est-ce qu'il a été condamné? C'était d'abord probablement une question de pouvoir, mais sur quoi s'appuyaient ceux qui voulaient garder le pouvoir pour avoir des arguments pour le condamner? Eh bien, c'était que la physique d'Aristote montrait que ce n'était pas possible que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil. Et il y avait confusion entre un dogme religieux et une vérité scientifique. C'est-à-dire que si on prend la cosmologie d'Aristote comme alors, elle était aussi, elle coïncidait avec un certain nombre de passages de la Bible. Donc on peut dire, puisqu'elle coïncide avec certains passages de la Bible, c'est ça la vérité, y compris religieuse. Et c'est confondre complètement une vérité d'ordre religieux et une vérité d'ordre scientifique. Alors, ça c'est un problème qui est terriblement important à mon avis. Et vous me contredirez peut-être après. Hein? Bon. Mais, bon, moi, il se trouve que j'ai travaillé sur l'histoire de l'astronomie. Bon, l'histoire de l'astronomie, il y a l'histoire des mathématiques par exemple, on peut voir des continuités. Dans une histoire de l'astronomie, on voit des ruptures. Effectivement, il y a des ruptures. Alors, bon, tant jusqu'à Copernic, la Terre est au centre du monde, elle est immobile, et on se trouve très bien comme ça. Et tout tourne autour. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui démarre, qui est différent. Et alors, pourquoi est-ce que la Terre devait être stable au centre du monde? C'est que la physique d'Aristote disait qu'il y a une physique céleste et une physique terrestre. Et les deux sont différentes. Alors, dans le ciel, le mouvement circulaire régulier correspond à la physique céleste. Et sur la Terre, c'est le mouvement horizontal, le mouvement rectiligne, aussi bien pour la chute des corps que lorsqu'on lance un objet par terre. Donc ça fait deux physiques complètement différentes. À partir du XVIIe, il y a, à ce moment-là, la science dit, c'est fini ça, il n'y a plus qu'une physique. Mais, alors ça c'est une rupture énorme, mais tant avant le début XXe, l'astronomie était totalement incohérente parce qu'on ne savait pas quelle pouvait être l'origine de la lumière des étoiles. Il y avait une physique, bien sûr, mais d'où venait la lumière des étoiles? On était incapable de dire par la physique terrestre d'où venait la lumière des étoiles. Et il a fallu Einstein début XXe pour que ça marche. C'est-à-dire ça fait une série de ruptures successives. Et alors, une fois qu'on a ces ruptures-là, on ne peut pas revenir en arrière. Mais si on les a dogmatisées en fonction d'arguments religieux, ça peut devenir la catastrophe. Et ça fait tout bloquer. Alors, bon, pour le moment, ça, je sais pas, vous voulez, moi je peux continuer. Hein. Je vous laisse continuer, mais pas trop longtemps non plus. On doit passer la parole. Non, je vous laisse quand même terminer votre idée. Non, je vous laisse terminer votre idée, puis après on passera la parole justement, monsieur. Non, ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, dans
d'une certaine façon, la vérité scientifique, c'est une vérité qui est indépassable dans un moment donné. Mais peut-être que dans une génération, ça ne sera plus vrai. Bon, ça c'est vraiment une chose qu'il faut se dire, c'est pas un absolu. C'est pas un absolu, mais c'est pas pour ça que c'est relatif. C'est-à-dire, à un moment donné, étant dans l'état de la science, on doit accepter ça. Bon. La vérité de type religieux, c'est complètement différent. Complètement différent dans la mesure où on a quelque chose qui est profondément vrai, mais on ne peut pas posséder cette vérité. On ne peut pas la posséder, on est à son service. Si on essaie de la posséder, on est conduit à Daesh. Daesh possède sa vérité et doit tuer tout le monde qui n'est pas d'accord avec lui. Posséder une vérité religieuse, c'est l'intolérance absolue. Donc, si on fait coïncider une vérité scientifique avec une vérité religieuse, à ce moment-là, ça reviendra exactement au même. On casse tout ce qu'il y a autour, parce que plus rien ne vaut. Alors voilà, moi c'est tout ce que pour le moment. Merci, merci beaucoup. Je vais redemander juste une petite intervention à Madame Charfi, puisque je voudrais vous poser la question sur justement quand on utilise la science pour confirmer le dogme religieux. Quand on parle par exemple de i'jaz ilmi, c'est l'utilisation typiquement de la science justement pour confirmer ce qui est dans le texte dit divin. Effectivement, ce qui s'est développé beaucoup au milieu du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle l'ijaz ilmi, c'est-à-dire les miracles scientifiques du Coran. Et c'est une manière, en fait, d'intégrer la science dans le cadre de l'islam. Alors, c'est une manière, en fait, de sacraliser la science. Et du coup, vous voyez, cette vérité scientifique, elle ne peut plus bouger. Mais en même temps, c'est un dévoiement de la science, cette manière de considérer que toute la science moderne, y compris les trous noirs, le Big Bang, on ne va pas parler d'Einstein encore une fois, mais bon, évidemment, toute la physique moderne est inscrite dans le texte coranique, et donc tout était déjà là, déjà compris il y a 14 siècles. Mais c'est une manière de dévoyer aussi la religion et le texte coranique, puisque du coup, transformer le texte coranique en livre de science, c'est une manière de le désacraliser. Et donc, vous voyez, ce double dévoiement, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre. Et je pense que, je reviens à Abdo Selem, moi j'aime beaucoup son idée qui dit, effectivement, les deux sphères, la sphère du religieux et la sphère scientifique doivent être séparées, la science est autonome, mais bon, on peut s'émerveiller sur le monde. On peut s'émerveiller sur le monde et après, chacun a son chemin personnel. Donc, être scientifique, ça n'est pas nécessairement exclure une foi intense, etc., comme l'ont effectivement beaucoup de savants. Très bien, merci beaucoup. Je passe à M. Ali Mezrani. Alors, professeur agrégé, comme je le disais tout à l'heure, à la Faculté des sciences juridiques à Tunis, professeur de droit des pays arabes à l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne. Alors, je voudrais... Bien évidemment, je vous repose la même question, à savoir votre rencontre avec Fawzia Charfi et votre présence parmi nous pour cet hommage. Mais je voudrais aussi, en un deuxième temps, parler avec vous de l'égalité homme-femme, qui est un sujet qui vous tient énormément à cœur. Je sais que vous militez même pour ces libertés individuelles et une égalité absolue dans nos sociétés, qui puissent un peu ne laisser personne sur le banc aussi bien de la société que de l'histoire. Et puis après, justement, quand la foi intervient dans l'aboutissement d'un État, dans l'existence d'un État, et à quel point est-ce qu'elle a toute sa place quand on parle aussi d'un État de droit. Je sais pas, ça marche? Oui. Je dois d'abord dire que je suis très heureux de venir à cette séance d'hommage qui est rendue à Fawzia Charfi.
Évidemment, mon intervention pose une question à la fois de légitimité et de suspicion. De légitimité parce que je ne suis pas un scientifique au sens de la science physique. Je suis juriste et on peut se demander si un juriste peut se prévaloir d'une quelconque science. Il y a donc un problème de légitimité, mais en réalité, c'est Fawzi Sharfi qui est venu vers le droit, pour des raisons à la fois subjectives mais aussi pour des raisons objectives. Je voulais en parler. Il y a cette première interrogation sur la légitimité de mon intervention, et la deuxième, c'est que j'ai des relations avec Fawzi Sharfi qui remontent à mon jeune âge, quand j'ai commencé mes études de droit, et j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir été un élève de feu Mohamed Sharfi. Je vous coupe juste 2 secondes. Est-ce qu'on pourrait avoir le son un peu plus haut ou éventuellement rapprocher un peu plus le micro de vous pour qu'on puisse vous entendre un peu mieux? Un peu plus fort. Oui. Merci. Je voudrais aussi dire, pour inscrire un tout petit peu ce que je voulais dire sur Fawzi Sharfi dans un processus historique, parce que je crois que cette question du processus historique est un peu ce qui caractérise à la fois son militantisme et son œuvre scientifique et son intervention en tant qu'enseignante à l'université depuis de longues années. Et pour éviter tout malentendu, le sens de l'hommage qui lui est rendu. Pour revenir un peu à l'histoire, dans la presqu'île arabique, il y avait 2 types d'hommages, l'hommage des hommes et l'hommage des femmes. L'hommage des hommes, c'est le serment de fidélité qui peut engager la vie du fidèle, en quelque sorte, ou du vassal, si on peut dire. L'hommage des femmes, évidemment, ce n'est pas qu'il est fait par des femmes ou au bénéfice des femmes, mais qu'il est disqualifié en raison du fait que le fidèle ne risque pas sa vie dans le cadre de l'hommage des femmes. Bay'at an-nisa wa bay'at ar-rijal. Ici, il s'agit, je crois, d'un hommage qui est rendu dans le sens nouveau, parce que les sémantiques évoluent, effectivement, qui est de l'ordre de la reconnaissance, de la considération, de l'admiration pour le mérite, le talent et la vertu de Fawzi Sharfi, à la fois en tant qu'enseignante, en tant que physicienne, en tant que savante, en tant que militante pour la démocratie, en réalité, en raison de son engagement intellectuel qui me paraît multiforme. Alors, je ne vais pas reprendre le texte que j'ai indiqué, mais je voulais mentionner à grands traits les moments qui ne sont pas connus probablement des scientifiques qui ont scandé la vie de Fawzi Sharfi. C'est évidemment son investissement du champ à la fois institutionnel et donc de la société politique en tant que lieu des institutions politiques, et son investissement de la société civile en tant que lieu des institutions culturelles à l'université et évidemment par ses écrits. Et je crois que ce qui me paraît fondamental, c'est que ce double engagement se réalise à la fois dans la simultanéité et dans la succession. Alors, je suis bien obligé, et que Fawzi Sharfi me pardonne cette intrusion dans quelque chose d'un peu privé, c'est que c'est étudiante et jeune enseignante que commence son engagement politique aux côtés de feu Mohamed Sharfi, étant entendu, et c'est ce que je me permets de dire, qu'il n'était pas donné à n'importe quelle femme de séduire un homme qui avait le charisme et qui était de l'envergure de Mohamed Sharfi. Et
voilà, création du groupe Perspective, et c'est là que, me semble-t-il, commence un processus qui est tout à fait unitaire au début des années 60, avant sa réorientation vers le marxisme-léninisme, mais qui va se caractériser en réalité par un axe fondamental dans l'action de Fawzia Sharfi, à savoir l'œuvre de modernisation de la société tunisienne à travers l'action politique ou à travers ses enseignements. C'est la raison pour laquelle Fawzia a été autorisé à déborder le champ purement de la science physique vers des questions qui relèvent de l'ordre de la normativité. En réalité, ce qui caractérise son action, c'est une approche radicale, c'est-à-dire elle prend conscience à travers ses expériences d'enseignement comment l'enseignement de la science physique ne pouvait pas être déconnecté de l'œuvre de modernisation de l'État, de la question de la modernité, de ses fondements philosophiques, et c'est ce qui devait faire la différence à ses yeux entre le véritable scientifique et le technicien, et le simple technicien. Voilà, bon, évidemment, c'est comme ça qu'elle rencontre la question du religieux, autrement elle ne l'aurait pas rencontrée, c'est-à-dire cette opposition où il y a un doute connaissant, où il y a une théorie qui est une construction, le doute connaissant qui s'oppose à des vérités reçues, éternelles et reçues, et une théorie qui est une véritable construction qui s'oppose à une hypothèse qui est tenue précisément simplement en raison de son origine, parce que tout simplement elle est révélée. Et à cet égard, on comprend très bien l'attitude de Fawzia Sharfi, qui a deux bêtes noires, me semble-t-il, le créationnisme et le concordisme. Voilà, bon, je ne vais pas détailler un tout petit ces questions, mais en tout cas, la question de l'universel est toujours à ramener à la question de la modernité, et cette question de l'universel et de la modernité ne s'accompagne pas d'un reniement dans l'œuvre de Fawzia Sharfi, puisqu'elle est allée chercher dans les profondeurs de l'histoire les scientifiques musulmans pour découvrir les Biruni, qui précisément vont lui montrer, ou vont l'amener à s'interroger sur cette rupture qui fait que le monde musulman, en abandonnant sa démarche scientifique, se retire du monde en réalité. Et c'est cette question de la réinsertion du monde qui va être le fil conducteur de l'œuvre de Fawzia Sharfi, puisque c'est à partir de là qu'elle va scruter la société dans toutes ses dimensions de façon dynamique. Et je ramène son combat pour la démocratie précisément à ce lien qu'elle fait entre l'approche scientifique, la modernité et la question de la démocratie dans l'universel. Parce qu'il n'y a pas que la science qui est universelle, il y a aussi des valeurs universelles. Et donc elle fait sienne un peu la thèse de Tocqueville, selon laquelle la démocratie n'est pas un régime politique, ou n'est pas seulement un régime politique, mais est aussi un État sociétal. Voilà, c'est comme ça qu'elle rencontre le droit dans sa double facette, à la fois la normativité traditionnelle de l'islam, le fiqh, la charia, et dans sa facette de droit positif, étatique, c'est-à-dire du droit de la modernité. Et c'est le même combat dont elle parlait tout à l'heure. Elle retrouve le même combat, l'autonomie des instances, la séparation des instances, parce que le système religieux est un système holiste, comme dans toutes les pensées traditionnelles qui se refusent à la distinction des instances. Eh bien, si la religion absorbe la science, eh bien la religion absorbe le droit en niant son autonomie, comme elle nie l'autonomie de la science. Et c'est exactement ce même combat qui réunit la scientifique
qui a probablement réuni la scientifique Fawzia au juriste, au grand juriste qui était Mohamed Sharfi. Et c'est peut-être aussi pour cette raison que je me retrouve dans cette double amitié. Alors, évidemment... Je vais vous demander de résumer un petit peu vers la fin. Oui, mais comme je ne savais pas comment il fallait opérer, je me suis préparé de façon unilatérale et quelque peu autoritaire. Vous trouverez mon mail dans vos mails. J'en ai fini, rassurez-vous, j'en ai fini. Je voulais simplement ajouter sur la question de l'autonomie des instances que cela conduit à une appréciation substantielle du contenu du phénomène juridique et notamment du droit tunisien, du droit moderne rempli de deux principes fondamentaux, la liberté et l'égalité, ce dont atteste le Code du statut personnel qui, me semble-t-il, est la constitution civile des Tunisiens, et c'est en grande partie les combats actuels de Fawzia. La liberté, elle en use, l'égalité, elle la revendique pour tous. Je n'en dirai pas plus sur ces autres qualités, puisque j'ai abusé de votre patience et de votre temps. La seule chose que je voudrais ajouter, c'est que j'ignore si en définitive je n'ai pas fait de cet hommage un acte de fidélité. C'est possible, mais en tout cas, il est en tout cas un acte d'amitié. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Je rajouterai juste un petit point. Je ne pense pas qu'il soit donné non plus à n'importe quel homme de séduire une grande femme comme Fawzia Sharfi, me semble-t-il. J'avoue que je n'y ai pas pensé. Alors, je vais me faire plaisir là pour le coup, puisque j'ai une grande dame en face de moi, donc il nous reste quelques minutes et je voudrais revenir vers vous. Alors, justement, je reprendrai juste quelque chose, Monsieur Mezrani. Je pense que vous aviez tout à fait toute la légitimité, puisque pour moi, Fawzia Sharfi n'est pas là que par les sciences. Elle a un double militantisme qui est aussi bien celui de défendre la science et de ne pas vouloir l'enfermer face à un dogme, mais qu'elle se bat aussi pour tout ce qui est égalité et pour tout ce qui est inclusif dans une société afin qu'on ne perde pas au moins 50% de la société, voire un peu plus. Et je pense que c'est un grand débat que vous partagez avec elle et quelque chose pour laquelle vous militez aussi. Donc je profite de votre présence, Madame Sharfi, justement, pour vous poser quelques questions. Là, pour le coup, je vais me faire un peu plaisir. J'ai envie de parler, on a parlé science, je voudrais qu'on parle des femmes de manière générale. Je voudrais qu'on puisse terminer un peu ces tables rondes avec une note un peu positive sur ce qui est faisable et ce qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense, entre autres, avec le mouvement MeToo, par exemple, avec tout ce qu'il y a eu ces derniers mois, on parle énormément effectivement de la place de la femme. Et alors souvent, on parle de la femme en entreprise, par exemple, on parle de diversité en entreprise, on parle de l'inclusion de la femme et comment pouvoir faire en sorte qu'elle puisse se faire sa place et en tout cas qu'on ne lui enlève pas sa place. Je vous pose cette question-là par rapport aux sciences, puisque dans le domaine de la science, la femme n'est pas toujours très présente et la tâche ne lui est pas rendue facile justement pour qu'elle puisse être présente. Je voudrais du coup vous demander ce que vous pensez aujourd'hui et comment, selon vous, on peut améliorer les choses pour les femmes scientifiques à venir. Merci. Oui, c'est une chance pour moi, ça a été une chance pour moi d'être scientifique à l'époque où j'ai commencé mes études. Et ça, c'est vrai que je le dois aussi à mon père, parce que quand je lui ai dit qu'au fond, j'aimais les sciences, eh bien, à l'époque, très peu de filles, et particulièrement à Sfax, cette ville du sud de la Tunisie, très peu de filles allaient vers les sciences. Et pour mon père, il n'y avait aucun problème. De toute façon, j'étais l'égale de mon frère. Donc, pour lui, tout était possible. Et j'ai choisi, et pour lui aussi, ce qui était intéressant, et c'est ça qui était formidable, c'est qu'il fallait vraiment faire de la recherche. C'était pas la science. Il était pharmacien, donc pour lui, les études de pharmacie étaient ennuyeuses, et on se contentait d'apprendre par cœur. Mais non, il fallait découvrir la science. Et c'est vrai que on avait à l'époque cet enthousiasme pour la science.
cet enthousiasme de se dire, voilà, on découvre le monde, c'est toute cette rationalité qui nous permet de décoder l'univers. Alors, je voudrais faire sortir un peu du cadre des femmes, mais parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la science, je crois que c'est très important de revenir sur l'enthousiasme que nous avions, nous, en tant que scientifiques. À une époque où, voilà, maintenant, la science est remise en cause, il y a tous ces déviations, il y a toute cette désinformation, on va dire, et finalement, la science qui a permis une telle explosion de l'information, une telle facilité de l'information, est piégée par cette facilité dans la mesure où on remet en cause la place du scientifique dans la société, on remet en cause l'importance des avancées scientifiques et on remet en cause par là même la rationalité scientifique. Et tout à l'heure, lorsque je parlais du religieux, il est vrai que le développement des communications permet malheureusement aujourd'hui à toutes ces voix qui veulent détourner la science d'inonder la toile. Alors, ça pour moi, en tant que scientifique, vraiment, je crois que c'est aujourd'hui, il faut mener ce combat pour redire que la science, c'est magnifique. Être scientifique, c'est vraiment une chance. Alors, je l'ai été en tant que femme, parce que, aussi pour moi, la question de l'égalité est extrêmement importante. Et Ali, tu parlais du droit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en Tunisie, grâce au code du statut personnel, la place de la femme est unique, on va dire, dans le monde arabe. Mais je reviens à ce que tu écris, il y a quand même une anomalie. Il y a une cohérence du droit à reconstruire en Tunisie par l'égalité en tout. Et effectivement, le code du statut personnel n'a pas pour source la charia, mais prenons la question actuelle en Tunisie, qui est la question de l'égalité successorale. Il est un fait que les articles qui prescrivent l'inégalité de la fille par rapport au garçon, la moitié de la part pour la fille par rapport au garçon, relèvent de dispositions juridiques qui sont, on va dire, antinomiques, bien sûr, par rapport au principe de l'égalité. Et si on veut être cohérent au niveau du droit en Tunisie, aujourd'hui, eh bien, il faut continuer à s'écarter de la tradition juridique et faire en sorte que notre droit, notre Constitution est effectivement respectée, puisque la Constitution aujourd'hui dit bien clairement que les femmes et les hommes sont égaux en droit et en devoir. Il reconnaît la femme citoyenne, donc ça aussi, tout à l'heure, c'était évoqué dans la table ronde. Donc je crois que ça, c'est un combat, effectivement, qui doit être mené avec force. Bon, on le mène ensemble des deux côtés de la Méditerranée. Mais j'espère que ce combat pour la succession va aboutir parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne touche pas que les femmes qui sont de milieux bien établis, etc. Ça touche aussi d'abord la femme rurale. Et je crois que lorsqu'on parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est à ces femmes-là aussi qu'il faut penser, parce qu'elles n'ont pas une voix qui porte. Et pourtant, dans les campagnes tunisiennes, si vous faites un tour en Tunisie, ce pays proche, eh bien vous allez voir que ce sont les femmes qui travaillent dans les campagnes. Et donc, qu'elles puissent hériter de la terre de leurs parents, au même titre que leurs frères, je crois que c'est un combat extrêmement important aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous. Merci à tous les intervenants qui ont pris place pour cette table ronde. J'étais ravie de la modérer. J'étais ravie d'être là ce soir pour cet hommage qui vous sera rendu. Je pense que c'est une très
très belle chose, c'est la moindre des choses vis-à-vis de vous, dans un lieu symbolique qui est l'Institut du monde arabe, me semble-t-il, donc, et qu'on puisse voir d'autres femmes, effectivement, auxquelles on rend hommage pour rappeler aussi le rôle de toutes ces femmes dans nos sociétés arabo-musulmanes. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Je passe la parole à Monsieur Mojib Zahrani encore une fois pour justement cette... Alors, on m'a dit qu'on n'aura pas le temps, mais si on a le temps, je veux bien prendre quelques questions. Très bien. Alors, nous prenons les questions de la salle, si toutefois il y en a. Je vous en prie, allez-y. نحن نتعامل مع الأدبيات الإسلامية على أنها موجة واحدة. الأدبيات الإسلامية ليست على الإطلاق موجة واحدة، وإنما هي أمواج مختلفة، لكن يغلب على القراءة لهذه الأدبيات الإسلامية فصلها عن سياقها التاريخي. حين نفصل أي ظاهرة اجتماعية أو أي اجتهاد معرفي عن سياقه التاريخي ننتج في نهاية الأمر شيء لا جذور له ولا سقف له. بمعنى الأدبيات الإسلامية عرفت في أدب التفسير 4 مدارس كبرى: مدرسة تاريخية، ومدرسة عرفانية، ومدرسة برهانية. اختلفت إجابات هذه المدارس على طبيعة المشكل الذي يطرحه النص القرآني وطبيعة المشكلات الفرعية التي يطرحها النص التشريعي والنص الفقهي. لماذا دائما نبدأ وكأننا نعالج مشكلا من أول السطر، نغفل ما قدمته الثقافة العربية الإسلامية ونتعاطى مع وضع نقصان، وضع ناقص، ونشدد عليه ونضعه تحت الضوء. شكرا جزيلا. Merci beaucoup. J'ai envie de vous demander, Madame Charfi, et je n'ai pas pu poser la question tout à l'heure, je vous avoue que je suis bien pessimiste et bien triste, parce que j'ai envie de savoir, demain, ces étudiants qui feront notre avenir refusent donc de discuter, refusent d'accepter que la science et le droit, cher monsieur aussi, a son importance dans notre vie aujourd'hui. Comment voyez-vous les choses? Rassurez-moi, j'en ai besoin. Merci. Merci. Oui, merci de votre question. Je crois qu'il est important aujourd'hui de parler d'éducation. Et je voudrais rappeler le travail de mon mari, Mohamed Charfi, qui a été ministre donc, de l'Éducation de 89 à 94. Et je voudrais rappeler comment il a commencé sa charge en tant que ministre. Il avait demandé à ce qu'on examine de près tous les manuels scolaires et en particulier les manuels d'instruction religieuse et bien sûr instruction civique, l'histoire, etc. Et parmi les ouvrages donc, qui étaient en vigueur à l'époque, ouvrages donc, du ministère de l'Éducation nationale, il y avait un ouvrage d'éducation religieuse du lycée, 4e année secondaire, où il était question de polygamie, alors que le Code du statut personnel avait aboli la polygamie en 1956. Il était question de frapper les femmes et donc voilà, il était question aussi du califat, etc. Et Mohamed Charfi retire l'ouvrage et le remplace par un autre ouvrage qui est plus adapté au respect, on va dire, aujourd'hui des valeurs universelles. Et la réaction a été très forte. À l'époque, il y a eu une fatwa, un communiqué contre Mohamed Charfi disant qu'il s'était moqué de l'islam. Mais la société civile était quand même déjà présente en 89 et les universitaires avaient réagi en lançant une pétition qui avait recueilli plus de 1000 signatures, un grand meeting à l'université, etc. Alors pourquoi je reviens sur cette question-là? C'est qu'en fait, on sait que nos enfants sont toujours la cible des extrémistes. Et si l'on veut vraiment continuer à espérer dans l'avenir, il faut reconsidérer tout ce qui se passe au niveau de l'éducation. Donc là, en Tunisie, il y a une
par la suite, donc la réforme Charfi, la remise à plat de tous les ouvrages d'histoire. Alors l'histoire, évidemment aussi, c'était l'histoire de la Tunisie était réduite à l'histoire de la Tunisie musulmane. C'est pas qu'elle n'avait pas son importance, mais les 3000 ans d'histoire de la Tunisie étaient effacés des programmes. Averroès n'était plus vraiment enseigné non plus. Donc la liste pourrait être longue. Alors aujourd'hui, que faire? Je pense que malheureusement, on n'accorde pas assez d'importance à l'éducation. On n'accorde pas assez d'importance à la manière dont on enseigne l'histoire, dont on enseigne aussi les langues. Il suffit de voir comment on choisit tel adjectif plutôt que tel autre. Vous voyez, c'est très facile de glisser. Et il s'est passé dernièrement, chez nous en Tunisie, un fait grave qui secoue beaucoup la population tunisienne, c'est la fermeture d'une école coranique dans le sud-ouest de la Tunisie, où des jeunes étaient maltraités physiquement, donc il y a eu des actes de violence, même de violence sexuelle contre ces jeunes. Et dans cette école coranique, on se contentait d'un seul enseignement, c'est-à-dire la lecture du Coran. Et on se rend compte aujourd'hui, alors que nous sommes un certain nombre à rappeler que l'école doit être préservée de toutes ces manipulations politiques, on se rend compte qu'effectivement beaucoup d'écoles privées sont un peu à l'image de cette école coranique. Il y a des jardins d'enfants où les petites filles sont séparées des garçons, où elles doivent porter des vêtements amples, etc., etc. Alors, je ne veux pas continuer dans votre pessimisme, c'est pas ça. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, je pense qu'on sous-estime la capacité qu'ont ceux qui veulent détruire les valeurs de respect de l'autre, les valeurs universelles, la capacité qu'ils ont est sous-estimée. Il faut une vigilance extrême et aussi il faut un programme, je dirais, extrêmement clair. Enseigner l'histoire, même en France, ce serait bien d'enseigner cette histoire partagée entre nos deux pays, comme dit Alain de Libéral, l'histoire oubliée, cet héritage commun. Donc ça ce sont des voies que nous devons poursuivre. C'est pas qu'elles ne sont pas du tout engagées, mais je pense qu'on n'y accorde pas peut-être l'importance qu'il faut aujourd'hui. Alors la voie d'espoir, je vais la donner aussi parce que, vous voyez, il y a un peu partout dans le monde, la société civile joue son rôle aujourd'hui. Et je voudrais dire qu'en Tunisie, depuis 2011, il y a des associations qui sont très actives. Il y a même une association d'athées qui a été reconnue dernièrement. Il y a l'association des minorités, le soutien des minorités. Il y a des associations qui soutiennent les droits, le droit de chacun d'être et de vivre comme il l'entend. Et ces associations, ce qui est magnifique, c'est que ce sont des jeunes de 30 ans qui les ont activés depuis 2011. Et vraiment, c'est un travail absolument inlassable que ces jeunes font, sans trop de soutien. Et pour moi, c'est ça l'avenir. Avec cela aussi, d'autres aussi se manifestent. Ils se manifestent à travers l'art, à travers la musique, à travers le théâtre. Bon, peut-être que pour moi, c'est les seules voix qui comptent parce que, évidemment, face au terrorisme, on est obligé de donner toute l'attention qu'il faut à l'aspect sécuritaire. Mais faisons aussi confiance aux jeunes lorsqu'ils s'investissent dans ces voies de la liberté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? C'est très notoire dans l'histoire du christianisme
l'apparition du christianisme a été suivie par un Moyen-Âge scientifique, alors que l'apparition de l'islam, avec l'exhortation du prophète de demander, etc., demander toujours le savoir, même si ça vient de Chine, l'apparition de l'islam a été suivie d'une explosion des sciences. Bon, mais je ne comprends pas pourquoi maintenant le chemin est inverse. Je crois que c'est vous qui allez répondre. Alors écoutez, ce qu'il y a, c'est que moi, si vous voulez, par exemple, pour ce qui est explosion des sciences en islam, effectivement, c'est extraordinaire. Et moi, pour montrer la différence entre l'Orient et l'Occident, en début 9e siècle, tous les textes scientifiques grecs commencent à être traduits et il y a immédiatement recherche scientifique. En Occident médiéval latin, les textes sont traduits au XIIIe siècle, mais en astronomie, par exemple, il faut attendre fin 15e pour qu'il commence à y avoir une recherche scientifique. Alors maintenant, pourquoi est-ce que les choses se sont inversées? Il n'y a pas de réponse, à mon avis, mais il y a un de mes amis, qui est un Brésilien très cultivé, qui m'a dit « Je ne vois qu'une question statistique à répondre. » Enfin, oui, c'est une réponse de type statistique. Il m'a dit « Une grande civilisation, c'est un demi-millénaire. C'est un demi-millénaire. » C'est-à-dire que l'islam, comme civilisation, a duré à peu près comme civilisation complète. Hein. Du 8e au 15e, ça fait donc même 7 siècles. Et après, elle passe la main. De la même façon que la civilisation grecque a passé la main au bout d'un certain temps. Alors moi, je lui répondais, la civilisation égyptienne, qui a duré un temps fou, il m'a dit, ne crois pas ça. Il m'a dit, il y a eu l'Ancien Empire, merveilleux. Ensuite, 2 siècles qu'on appelle les périodes intermédiaires, qui ont été l'anarchie absolue, et ils ont même perdu le nombre pi pendant ce temps-là. Il y a le nombre pi, vous savez, pour les tellement important. Il a été perdu pendant ce temps-là. Après, il y a eu la période, le Moyen Empire, bon, qui n'était pas mauvais, mais beaucoup moins brillant, et à la fin, le Nouvel Empire, qui est un empire uniquement puissant, mais qui n'avait plus rien de scientifique. C'est-à-dire que ça se vérifie aussi successivement pour l'Égypte ancienne. Et ce qu'il y a, c'est que nous, ici, en Europe, on est peut-être à la fin. Merci. Oui, allez-y. بعد أن استمعت إليكم جميعا بعد أن عشنا معكم مثل كالبانوراما عن ما هي أسباب أو موقع المرأة في العالم العربي الإسلامي، والأسباب كانت هناك دينية واجتماعية، كان منها الرجل هو السبب، ومنكم من قال أن السبب يقع على الفقيه مثلا، بأنها ليس لها دور ديني، ليس مسموح لها أن يكون لها سلطة دينية. سؤالي هنا لم نتطرق إلى السلطة السياسية في المجتمع العربي. هل يا ترى بإمكان المرأة أن تغير واقعها إن لم يتغير الواقع السياسي في العالم العربي حاليا؟ لأن برأيي أن الرجل هو أيضا جزء من المنظومة، وإن لم يتحرر الرجل لن تتحرر المرأة ولن تأخذ أي حق، لأن الرجل قبل المرأة لم يأخذ حقه حتى نتحدث أن لديه سلطة. أنا لست مع طبعا أن يكون للرجل سلطة، ولا ليس هذا هدفي، لكن هدفي أننا نبحث دائما في نقاشات لا نصل فيها إلى نقطة السبب الرئيسي، وهي أن مجتمعاتنا ممنوعة من التعبير، ممنوعة من الحريات، فكيف لنا أن نحرر المرأة ونطالب بتحرير المرأة وإعطائها موقع مثلا فقيهة، وهذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا
في تحررها. Shukran, shukran. Je vais essayer de résumer la question. Effectivement, Madame disait que nous avons beaucoup parlé de la place de la femme dans nos sociétés et qu'on essayait d'expliquer un peu cette place parfois marginalisée, en donnant un peu une part de la responsabilité aux hommes, aux religieux, etc. Mais sa question est, est-ce que le pouvoir politique n'a pas aussi sa part de responsabilité, puisque à partir du moment où on se pose la question du pouvoir politique dans nos sociétés arabo-musulmanes, on parle de liberté de manière générale, de liberté d'expression, mais de liberté individuelle de manière générale. Et à ce moment-là, la femme ne devient plus qu'une part de ces libertés-là. Si vous voulez, l'homme et la femme, par moments, sont aussi marginalisés dans ces sociétés. J'ai rarement une réponse convaincante à l'égard de ces arguments qui se répètent. En réalité, ce que nous vivons dans les pays arabes, c'est un état stationnaire et répétitif depuis pratiquement 2 siècles. Et nous ne sommes pas avancés. Alors, est-ce qu'il faut régler la question du pouvoir politique, des libertés, avant de régler la question des femmes? Je pense que ce n'est pas de cette manière que les choses doivent être abordées. Parce que les pesanteurs régressives ne sont pas celles du pouvoir politique. L'exemple tunisien l'atteste, l'exemple de Bourguiba atteste qu'il y a une transformation de la société en profondeur par l'État et par le droit de l'État, alors que le régime politique n'était pas démocratique, pour dire les choses telles qu'elles sont. Donc il n'y a pas de relation de cause à effet entre les deux, et les pesanteurs passéistes de la société sont probablement plus lourdes, plus fortes que le conservatisme des régimes politiques. Merci. Merci beaucoup. شكرا جزيلا وندعو السيدة فوزية تفضلي هنا. فريق العمل في الكرسي، مرة أخرى نحن جد سعداء بأن تكرمينا بقبول التكريم، وللأمانة نحن لن نحسم القضايا. هناك لدينا في العلوم الإنسانية قناعة بأطروحة قدمتها أظن مدرسة فرانكفورت، إنه الإشكاليات الكبرى تنخلق في سياق زمن طويل وتنحل في سياق زمن طويل. يعني الآن نستطيع أن نتبادل المسؤوليات أو التهم، لكن مشكلة المرأة، حقوق الإنسان، الحريات، حرية الضمير وحرية المعتقد، هذه قضايا لا تأتي بسهولة. نحن نكبر ونثمن جهود الناس الذين يعملون كل يوم، كل إنسان في موقعه وكما يستطيع ويفتح الطريق، وأنت بالأمانة واحدة من الرموز التي تثير الأمل، ونتمنى أن نواصل هذا إنعاش الأمل، لأنه مثيرات اليأس كثيرة جدا جدا، ولكن لحسن الحظ أن مثيرات الأمل أكثر وأكثر، وأنت واحدة من هؤلاء. ولا الآن نقدم للسيدة فوزية درع تذكاري مصنوع في موني دو باري وعليه اسمك، ولا أدري، أنا لا أتحمل المسؤولية ماذا كتب. فيزيسيان إي إكريفان سبا إكريفان. تفضلي. وهذه شهادة رمزية، يبدو دائما نحن أيضا نكرم ناس أعطوا شهادات كثير، فنعطيهم شهادة في واحدة من السيد جاك لونغ الذي يسعدنا بحضوره، والثانية مني ومن السيد الطيب العروسي الذي هو مدير الكرسي. شكرا جزيلا.
je suis très, très honorée, très émue d'être distinguée de l'Institut du monde arabe. سامحني باش نتكلم بالتونسي. C'est bien le dialogue. voilà. نتشرف باللقاء اليوم على الموضوع المرأة في العالم العربي والعلوم زادة. سامحني على خاطر اللغة التونسية حلوة، أما نحب نزيد حاجة على خاطر أنا نتكلم كان باللغة الفرنسوية ويقولوا لي علاش على خاطر أنا امرأة، على خاطر وقت كنت صغيرة ما كانش ثم مكاتب للبنات في صفاقس، هكا علاش ما علمونيش. Alors je vais traduire, c'est plus facile pour moi de traduire en français. Je dis j'aurais voulu parler en arabe et utiliser cette belle langue classique arabe. Mais étant fille à Sfax, il n'y avait pas d'enseignement d'arabe à l'époque, d'école spéciale pour les filles. Et donc, voilà, je suis un produit de l'école française parce qu'il n'y avait que ça, où c'était apprendre le français et continuer à faire de la physique comme je l'ai fait, ou alors c'était rester à la maison. Mais j'ai réussi à ce que mes filles, mes 3 filles, soient parfaitement bilingues, même trilingues, et qu'elles aient cette belle culture dans la langue arabe que nous partageons tous et bon, que je n'ai pas eu malheureusement la possibilité d'apprendre comme il le faut. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.